Joue ce soir peut changer la donne. L'Iran vient de frapper Haïfa. Regardez, les images sont impressionnantes. Il y a déjà plusieurs blessés. Les secours, évidemment, sont déjà sur place. Un nouveau cap vient d'être franchi dans cette guerre, alors que Trump se prépare au pire face à l'Iran. L'armée américaine est sur le pied de guerre au Moyen-Orient. Près de 40 avions, gros porteurs de matériel, de troupes ou d'opérations spéciales ont déjà quitté, vous le voyez, leur base américaine au Qatar. Pourquoi? C'est ce que nous verrons, carte et images à l'appui avec le général Richoud. Le président américain ne s'interdit rien. Une frappe nucléaire tactique sur le site iranien de Fordo où la méga-bombe, Bunker Buster, c'est son nom en anglais, à l'heure où Israël prépare l'envoi d'un commando spécial au sol pour anéantir ces installations nucléaires iraniennes. Comment imaginer ne pas agir alors que Washington affirme que l'Iran n'aurait besoin que de 15 jours pour achever la production d'une arme nucléaire. Mais le passage à l'acte aura un coût. Des agents iraniens infiltrés aux États-Unis préparent assassinats ciblés et attentats sur le sol américain. Israël, Iran, rien n'arrête l'escalade. C'est la question du grand dossier ce soir. Partons tout de suite retrouver nos correspondants. Mais d'abord, regardez ce qui vient de se passer il y a 1 heure seulement à Haïfa. What the fuck? Image impressionnante. Partons donc retrouver notre correspondant Nicolas Rouget. Vous le savez, nos reporters, nos correspondants sont partout là où le conflit se joue. Nicolas Rouget, bonsoir. Des missiles iraniens ont donc frappé Haïfa. Oui, tout à fait. Alors, dans le quartier gouvernemental, c'est le quartier administratif du centre-ville de Haïfa. Donc, on a vu cette grande tour qui a été très endommagée. Il y a évidemment autour un tribunal. Il y a aussi des bâtiments administratifs. Il pourrait y avoir des installations militaires, mais pour l'instant, on ne peut soit ne pas le dire ou alors on ne veut pas le dire, en tout cas du côté israélien. Donc 19 personnes ont été amenées à l'hôpital, dont 3 grièvement blessés. Un des secouristes qui est arrivé sur place le premier a dit avoir vu un enfant, un adolescent de 16 ans marcher avec des blessures presque mortelles dans le quartier gouvernemental. Donc évidemment une scène de dévastation assez impressionnante. Même si au bout du compte, on parle de 19 blessés, il y a une espèce de routine qui s'est installée autour de ces frappes pluri-quotidiennes maintenant dans les villes israéliennes. Et donc Haïfa est un des principaux centres. Il y a énormément de frappes iraniennes qui volent vers la ville de Haïfa, ce grand port de Galilée où il y a évidemment plusieurs installations stratégiques, dont des raffineries de pétrole. Et peut-être il faut voir évidemment ce qui va se passer maintenant. Cela nécessite une réponse plus forte de la part des Israéliens. Pour l'instant, on ne le voit pas, mais on sait qu'il y a eu des frappes israéliennes en retour depuis cette frappe. Israël qui maintient une présence constante dans les ciels iraniens. Israël et Iran se rendent coup pour coup. Merci Nicolas Rouget, notre correspondant pour TF1 LCI en Israël, en direct de Haïfa ce soir. Allons plus loin dans le grand dossier. J'ai le plaisir d'accueillir le général Nicolas Richoud. Bonsoir. Bonsoir Maria. Ancien commandant de la 7e brigade blindée. Niagale Bagayoko, bonsoir. Vous êtes chercheuse en relations internationales et présidente de l'African Security Network. Sylvie Berman, bonsoir. Ex-ambassadeur de France en Russie, en Grande-Bretagne et en Chine. On peut revoir ces images de frappe à Haïfa. Il y a au moins 21 blessés. À l'heure où nous parlons, les secours sont sur place et le bilan pourrait très bien s'alourdir dans les minutes et dans les heures qui viennent. On sait que Erdogan, qui joue toujours un double jeu entre l'Iran et l'Occident, estime ce soir que le point de non-retour a été atteint. Général, quel message envoie l'Iran aux États-Unis avec cette nouvelle frappe? Il envoie le message aux États-Unis et puis aussi à leur population et au monde musulman qu'ils ne sont pas à genoux.
tout simplement. Je veux dire, l'intérêt d'une frappe comme ça sur une ville, militairement, il n'y en a aucun. Ou alors il faudrait taper sur les objectifs stratégiques, les centrales, je sais pas quoi, les bases militaires. Là, c'est pas le cas. Il montre simplement, quand le message d'Israël essaie d'expliquer qu'ils ont la domination aérienne totale, qu'ils atteignent tous leurs objectifs et qu'ils sont en train de mettre l'Iran à genoux, ils montrent qu'ils ont une capacité de nuisance importante, ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'ils ne tirent pas énormément de missiles. Je crois que c'est 25 à peu près, 24-25. Mais il y en a 1 sur 4 qui perce actuellement. Et c'est ça le vrai message. Le bouclier de défense israélien n'est pas en capacité d'intercepter tous ces missiles. Voilà, et relativement moins efficace que d'habitude, vraisemblablement, parce qu'ils utilisent des missiles qu'on n'a pas forcément venir, hypersoniques, modernes, très rapides, et que le bouclier n'intercepte pas. Lequel bouclier, peut-être, a-t-il aujourd'hui des problèmes logistiques, parce qu'il tire énormément depuis une semaine, et il doit être réapprovisionné. Et ça, à mon avis, il faut produire des armements qui coûtent très très cher pour permettre de garder une certaine étanchéité. Et là, visiblement, il y a une étanchéité qui est moindre. Ania Bagayoko, Trump a dit à l'Iran la reddition ou l'Amérique frappera. L'Iran répond ce soir, nous n'allons pas négocier. En tout cas, l'Iran démontre qu'il n'est pas prêt de capituler ni d'entrer dans une sorte de chantage que lui feraient les États-Unis. Parce qu'en réalité, qui apparaît piégé aujourd'hui tous les acteurs, finalement. On voit bien que l'Iran est quand même poussé dans des retranchements, qu'Israël démontre une supériorité moindre que celle qui était attendue, mais surtout que les États-Unis ne sont pas prêts aujourd'hui à s'engager, ce qui démontre, à mon avis, que au-delà des titulaires de pouvoir, quels qu'ils soient, ce sont les États-Unis qui sont aujourd'hui entrés dans une crise de crédibilité et qui ont du mal à s'imposer sur la scène internationale, en réalité, malgré toute la puissance qu'on leur prête. On peut regarder, alors que cette frappe iranienne a touché Israël, à Haïfa, cette autre image parallèlement qui en dit long sur l'état d'esprit du régime iranien, ces milliers de personnes qui manifestent contre Israël et ses alliés à Téhéran à l'issue de la prière hebdomadaire en scandant des slogans en soutien aux mollahs. Regardez bien le drapeau israélien et le drapeau américain qui sont brûlés en place publique, tandis que des manifestants brandissent le portrait de l'ayatollah Ali Khamenei. C'est dans ce contexte que Trump mûrit sa décision, dans ce bras de fer qui se joue entre Trump et l'Iran. L'Iran nous montre ce soir que l'État ne cédera pas. Enfin, que le régime iranien ne cédera pas. Et en fait, ces scènes, elles sont récurrentes. À chaque fois qu'ils veulent critiquer Israël ou les États-Unis, on voit les drapeaux des deux pays brûlés, on entend crier « mort à l'Amérique, mort à Israël »,« mort au grand Satan »,« mort au petit Satan », etc. Ça, c'est une mobilisation, effectivement, des durs du régime. Ça ne veut pas dire que c'est la position de la population Bien sûr. Dans son ensemble, parce que en fait, alors évidemment, là, la situation est dangereuse parce que même si Israël frappe en priorité des sites nucléaires ou des sites logistiques, il y a des victimes civiles et ça peut-être pas retourner la population d'ailleurs, mais on sait qu'une grande partie a fui Téhéran déjà. Est-ce que Trump est en train qui joue avec les nerfs du régime iranien, il est en train de présenter un leurre en disant qu'il réfléchit, ou est-ce que c'est un vrai levier ? Alors, on ne sait jamais avec Trump, parce que justement, c'est un petit peu la stratégie du fou qui est assumée. Il peut faire quelque chose, il peut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, il peut dire, je vais prendre 2 semaines, et puis décider un jour de créer la surprise en frappant. En même temps, on sait très bien qu'il y a des fortes divisions dans son électorat, et dans son administration également. Les MAGA l'ont quand même élu pour que, sur l'engagement qu'il n'y aurait plus jamais d'intervention, plus jamais de guerre, alors que les néoconservateurs reprennent un petit peu du poil de la bête, et eux qui voulaient, dans les
des années du début du millénaire, enfin en 2003, au moment de l'invasion de l'Irak, ils voulaient bombarder l'Iran. Le mot d'ordre, c'était bombe de bombe. Donc voilà, je pense qu'il y a des vraies hésitations de la part de Donald Trump. Alors l'Iran, là, continue à attaquer Israël. On se trompe souvent quand on dit tel pays n'aura plus de missiles dans 3 mois, dans 6 mois. De toute évidence, ils en ont encore. De toute évidence, ils en ont encore. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent décider de frapper des bases américaines et s'en prendre directement aux États-Unis? Et dans ce cas-là, les Américains n'auront pas le choix et réagiront. Eh bien justement, si l'Amérique décide de frapper Fordo, le site nucléaire le plus secret et le plus stratégique d'Iran, est la cible privilégiée. Regardons ensemble, Général Richoux, devant le grand écran, précisément, carte et image à l'appui, quels sont les scénarios envisagés. Alors, le premier scénario, on vous en a déjà parlé, c'est détruire le site nucléaire de Fordo avec les bombes GBU-57, qu'on appelle également les Bunker Buster ou Massive Ordnance Penetrator, parce qu'elles ont un fort pouvoir de pénétration pour toucher évidemment les centrifugeuses qui sont enfouies dans les montagnes iraniennes. Seulement, il y a un problème. Des responsables ont été informés que l'utilisation de plusieurs GBU-57 ne pénétrerait pas suffisamment profondément sous terre. Alors il y a cette deuxième option qui a été mise sur la table, celle d'une frappe nucléaire tactique. Ça pourrait se passer en 2 étapes. Regardons ensemble. Première étape, des frappes avec, vous voyez, des bombes conventionnelles pour ramollir le terrain, pour ensuite, dans un second temps, envoyer une frappe nucléaire pour détruire ou en tout cas anéantir, atteindre réellement le site nucléaire de Fordo. Est-ce que ça s'est déjà vu, Général? Non, absolument jamais. Jamais. Jamais, jamais. Et ce que l'on peut dire, c'est que ça me semble tout à fait improbable. On n'imagine pas les États-Unis, qui sont la seule nation à avoir utilisé l'arme nucléaire au monde lors d'une guerre, être celle qui va redéclencher, après 80 années de non-emploi, l'arme nucléaire sur un théâtre qui n'est pas un théâtre majeur pour elle, uniquement en appui de Benjamin Netanyahou. Ça serait, au-delà des effets mécaniques militaires, ce serait une déflagration politique et une déflagration sur le plan stratégique absolument considérable qui ferait perdre, à mon avis, aux États-Unis toute crédibilité stratégique, même auprès de ses alliés. Je pense que ça, je pense qu'on peut l'oublier et il me semble d'ailleurs qu'ils l'ont oublié. C'est une option vraiment trop lourde à porter par rapport aux intérêts stratégiques américains, tout simplement. Ça n'est pas puisque leur priorité n'est pas tout à fait quand même l'Iran. On sait bien que c'est la Chine. Ouais. Donc ça veut dire qu'en cas de bombardement, seules les méga-bombes XXL pourraient être utilisées pour frapper le site nucléaire. C'est-à-dire les GBU-57 ? Oui, tout à fait. Alors, les GBU-57, ça a été très bien dit, il semblerait qu'elles ne soient pas capables de percer. Mais oui. Alors, les GBU-57, déjà, si elle est tirée, elle ne sera tirée que par les Américains, parce qu'il faut des B-2 pour les gros bombardiers américains. Ceux qui viennent de Diego Garcia dans l'océan Indien, à 3500 km. Mais c'est une bombe de 14 tonnes, mais qui ne perce que 8-10 mètres de béton armé, ce qui est déjà absolument béton armé. 60 mètres de terre. Là, vous avez 80 mètres de roche. Alors, les pseudo-experts expliquent qu'on... Vous voyez, de manière chirurgicale, on en tire une, et puis après, dans le trou, on en tire la deuxième, ça va aller un peu plus profond, etc. Enfin, ça, c'est de la science-fiction. Mais oui, parce qu'en fait, en plus, il y a un schéma comme ça qui... Voilà, vous êtes dans Tom Gun Maverick, où vous mettez 3 bombes, et le programme est anéanti. C'est un très joli film, mais ça ne correspond pas à la réalité. Moi, je prétends aussi que la GBU-57 ne peut pas réduire mais vous n'êtes pas le seul site nucléaire comme Fordo, c'est bien impossible. Ça le problème. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une troisième option qui est envisagée par Israël, qui se doute bien que les Américains hésitent beaucoup, c'est l'opération terrestre. Alors regardons ensemble, il y a un commando qui serait donc envoyé au sol. C'est une opération extrêmement risquée, d'autant plus que qui se ferait par l'entrée des tunnels. On imagine des forces spéciales israéliennes qui entreraient dans le dédale de tunnels jusqu'à 80 mètres sous le sol pour poser des bombes. Le problème, c'est qu'il faut d'abord envoyer ces hommes. Et la base de Fordo, elle est à 1700 km d'Israël. Donc concrètement, si on peut regarder la carte, regardez.
Donc comment on envoie ces hommes? Est-ce qu'on imagine qu'ils peuvent faire escale dans un pays allié comme le Kurdistan, l'Azerbaïdjan, enfin pays allié entre guillemets? Est-ce qu'on imagine qu'on les envoie par avion simplement, qui passent par une base américaine au Koweït? Donc, quels sont les scénarios possibles? C'est très compliqué. La première difficulté, vous l'avez dit, c'est la distance. On nous a donné comme exemple, par exemple, une opération un peu similaire à petite échelle qui a été menée en Syrie dernièrement par les Israéliens sur une base syrienne. Mais la Syrie, rappelons-le, elle est frontalière d'Israël. Donc ils sont venus en hélicoptère, ils ont monté leur fer dans un pays failli où il n'y avait plus de force, etc. Donc ils ont fait une très belle opération, mais qui n'a pas la difficulté de celle-là. La distance, c'est la première difficulté, parce que vous dites, comment font-on pour projeter des hommes sur 1700 km? Moi, je vous pose la question, comment fait-on pour exfiltrer des hommes une fois que la mission est accomplie et qu'ils vont avoir le pays sur le dos, 85 millions d'habitants, une armée qui est peut-être pas bonne, mais qui fait 800 000, 1 million d'hommes, avec les gardiens de la Révolution, les Pasdaran, etc. C'est absolument énorme. Donc la distance est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'il n'y a pas de surprise stratégique aucune. C'est-à-dire que cette cible-là, on la voit comme gros au milieu de la figure. On sait que c'est un objectif majeur. On ne peut pas imaginer que les Iraniens ne soient pas prêts, en tout cas qu'ils n'aient pas amassé des forces considérables autour de la base pour la protéger si elle était attaquée de manière terrestre. Et ensuite, il va vous falloir beaucoup d'hommes et puis de munitions. Donc d'où viennent-elles? Alors peut-être qu'ils ont infiltré ça depuis très longtemps, qu'ils ont approché depuis très longtemps. Mais ensuite, il faut être capable de mener l'assaut et ensuite de repartir. Parce que si c'est des commandos au suicide, je peux vous dire que l'armée israélienne n'est pas comme ça. Il ne s'agit pas de les amener effectuer une mission au cours de laquelle ils vont mourir et au cours de laquelle ils n'ont aucune chance de repartir. Vous voyez, ça pose beaucoup plus de questions. Mais je ne suis pas un homme des forces spéciales, mais militairement, ça pose énormément de questions. En tous les cas, c'est une opération d'une complexité inouïe. Merci, Général. On continue ce débat avec vous et avec Mme l'ambassadeur, parce qu'on comprend bien, grâce au Général, à quel point cette opération serait complexe, mais il y a autour de Donald Trump des personnalités influentes qui poussent pour une intervention américaine, notamment le général Kurilla, qui est surnommé le gorille, le commandant de l'US Central Command, qui est un favori d'Israël, et qui a réussi à éclipser, nous dit-on, la plupart des voix isolationnistes de l'administration américaine, y compris Pete Hegseth, son patron au Pentagone, et loin des caméras du bureau ovale, le gorille, c'est donc son surnom, murmure à l'oreille de Trump. Il lui confie qu'une intervention militaire contre le régime iranien n'est pas si risquée. Madame l'ambassadeur, est-ce qu'on connaît le poids du général auprès de Donald Trump? Oui, tout à fait, parce que c'est le patron du CENTCOM qui est en fait le plus puissant, qui commande l'ensemble de cette région et qui a une véritable expertise. Pete Hegseth a combattu effectivement en Irak, mais c'est pas vraiment un militaire de carrière et auquel Trump peut faire confiance. Donc,